Salut les piquettes! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo dite astuce. Alors, je sais, je vous le répète tout le temps, je pense que vous auriez compris au bout d'un moment. Vous savez que les réseaux sociaux, c'est super important pour la communication de votre entreprise. Ça permet d'augmenter votre visibilité auprès d'une nouvelle clientèle. Ça vous permet aussi de vous forger une crédibilité. Et aussi, ça vous permet de vous forger une communauté solide qui se transformera par la suite en clientèle. Mais du coup, si ça a autant d'avantages que ça, pourquoi est-ce que vous ne communiquez pas plus sur les réseaux sociaux? Souvent, les gens me disent que c'est par manque de temps, par manque aussi d'envie, mais aussi parce qu'ils ont peur de mal faire, parce qu'ils ont peur de se dire ouais mais je sais pas comment on fait un bon post, j'ai peur de justement faire des conneries en ligne et que après j'ai l'air d'un bouffon. Comme dirait Aline Bartoli, mieux vaut fait que parfait. Parce que oui, si vous attendez d'avoir la perfection avant de poster, bah vous posterez jamais. Et donc aujourd'hui je voulais vous donner une sorte de petit coup de pouce en vous livrant mes 5 meilleures astuces pour faire un bon post sur les réseaux sociaux. Enfin, faire un bon post en 5 étapes. Et on commence tout de suite. Première étape, c'est dresser une liste avec toutes vos idées de contenu. Parce que oui, si vous postez seulement quand vous êtes inspiré, bah vous posterez jamais. Et la régularité, c'est super important sur les réseaux sociaux. Ça vous permettra de rester ancré dans la mémoire de votre audience et ça vous permettra aussi d'être mis en avant par l'algorithme. Et donc, on va pas s'amuser à se creuser les méninges, à trouver une nouvelle idée à chaque nouveau post qu'on doit faire, surtout que, à titre personnel, je publie au moins 3 posts semaine, enfin entre 2 à 3 posts semaine. Je vais pas m'embêter toutes les semaines à essayer de trouver des idées sur l'instant T, à une date et une heure précise. Non, ce que je fais, c'est que je fais toute une liste et je remplis mon bac à idées. Comme ça, dès que je veux faire un post, j'ai pas à me creuser les méninges à chaque fois, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Mais vous me direz, mais moi j'ai pas d'idée, je sais pas du tout quoi poster en ligne. Beaucoup me disent, je ne poste pas parce que je ne suis pas inspirée et que pour moi, bah, tout a déjà été fait. Je sais pas quoi faire, tout simplement, je sais pas quoi poster. Alors, rassurez-vous, il y a toujours quelque chose à dire sur votre entreprise. Quitte à dire des choses qui ont déjà été dites, de toute façon, qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit sur internet? Donc, pour vous aider à trouver des idées, tout d'abord, faites ce qu'on appelle de la veille. Donc, faire de la veille, c'est tout simplement se promener, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordi, regarder plein d'idées de contenu. Donc déjà, vous pouvez, dans un premier temps, regarder ce qui a déjà été fait dans votre domaine d'activité. Si par exemple, vous êtes boulanger-pâtissier et que vous savez pas trop quoi poster, à part des photos de vos pâtisseries, ou par exemple que vous êtes menuisier et qu'à part vos réalisations, vous savez pas trop quoi montrer, n'hésitez pas à faire un tour sur les comptes dans votre même domaine d'activité pour vous aider à trouver des petites idées, voir ce qui se fait. Et ne vous arrêtez pas seulement à votre domaine d'activité parce qu'il y a plein d'autres comptes qui ont des superbes idées. Il y a aussi également des trends, donc des modes que des comptes reproduisent qui pourront aussi être ultra bénéfiques pour vous, plein de choses que vous pourrez reproduire. Attention par contre, petit disclaimer, s'inspirer ne veut pas dire voler. Quand vous vous inspirez, ne reprenez pas intégralement le contenu de quelqu'un. Ne reprenez pas ses photos, ne reprenez pas ses visuels et ses textes, ne reprenez pas sa description. En bref, ne volez pas. Parce que sinon, ça s'appelle du plagiat. Et c'est puni par la loi et c'est franchement pas très sympa. Même quand quelqu'un invente un nouveau concept, avant de le reprendre, demandez toujours l'accord de la personne. S'inspirer, oui, mais pas voler. Ensuite, deuxième astuce pour trouver des contenus, mettez-vous à la place de votre clientèle. Parce que oui, on communique pour sa clientèle cible, mais il faut lui montrer ce qu'elle a envie de voir. Par exemple, imaginons, je vais prendre mon exemple, je vais pas seulement parler de mes offres, du fait que je fais des sites internet, du fait que je gère la communication sur les réseaux sociaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais apporter de la valeur. Par exemple, je vais pas dire je gère vos réseaux sociaux, je vais dire j'augmente votre visibilité en ligne et je vous forge une nouvelle clientèle. C'est une autre façon de le dire. Elle est vraie aussi, je ne mens pas quand je dis ça, mais les gens ont beaucoup plus envie d'entendre ce que ça va leur apporter plutôt que de savoir ce que c'est tel quel. Quand vous vous mettez à la place de clientèle, forcément cette clientèle, elle se pose des questions.
elle a peut-être des a priori, des idées reçues sur vos produits. Par exemple, si je prends la vie du web, j'ai déjà entendu plusieurs fois que ouais, mais si j'ai un site internet, bah ça va prendre beaucoup de temps pour le gérer, non? Du coup, déjà que j'ai pas assez de temps avec mon entreprise, j'ai pas envie de perdre du temps en plus avec un site internet. Sauf que ça aussi, c'est une idée reçue, puisqu'il existe des forfaits de maintenance. Après la création du site internet, je m'occupe de le gérer, de corriger les bugs, de faire les mises à jour, de mettre à jour les informations, en bref, vous ne perdez pas de temps. Toutes ces questions, toutes ces idées reçues que peuvent avoir votre communauté, bah c'est à vous d'y répondre pour les rassurer et retirer les freins qui les empêchent de passer à l'action. Et enfin, pour dresser une liste de contenus, inspirez-vous des contenus qui marchent. Comme je l'ai dit juste avant, il y a sur tous les réseaux sociaux ce qu'on appelle des trends, des effets de mode. Par exemple, un effet de mode qui est beaucoup passé ces derniers temps, c'est les starter packs qui sont faits avec des IA. Il y a plein de petites idées de mode comme ça que vous pouvez reprendre. Les trends, c'est très bien parce que ça vous permet d'être mis en avant par l'algorithme et donc d'être beaucoup plus visible. Attention, encore une fois, petit disclaimer, faites-le uniquement si ça vous ressemble à vous et à votre entreprise. Parce que toutes les trends ne sont pas forcément faites pour tout le monde. Par exemple, les petites danses TikTok, ce genre de trucs, je vois très mal des employés d'un hôtel de luxe faire ça pour communiquer auprès de leur clientèle cible. Alors oui, ce serait super rigolo à voir, moi la première j'aurais envie de voir ça, mais la clientèle cible qui s'attend à quelque chose de très guindé et quelque chose de très classe, si elle voit les employés d'un hôtel de luxe faire ça, bah je pense pas qu'ils vont y passer quelques nuits. Faire des trends, oui, mais seulement si ça vous parle à vous et à votre clientèle cible. Deuxième étape, une fois que vous avez dressé toute une liste avec plein d'idées de posts et que vous êtes prêt à démarrer, bon on va pas démarrer la création tout de suite, on va encore réfléchir un petit peu. La deuxième étape, c'est réfléchir à l'objectif de son post. Alors généralement, des objectifs de post, on en compte 3. Déjà, premier objectif de post, c'est se faire connaître et augmenter sa visibilité. Souvent c'est des réels, ce sont des mèmes, des trucs un peu drôles qui vont parler un peu à votre communauté. Ça va être des posts qui demandent pas forcément de réflexion, mais qui attirent le regard et qui donnent envie de s'abonner, qui donnent envie de suivre. Le deuxième type de contenu, c'est les contenus qui donnent envie de faire confiance. Donc une fois que vous avez l'attention de votre audience, eh bien il faut les convaincre que vous savez faire votre travail. Donc par exemple, ce sera à travers des partages d'astuces, ce sera par exemple aussi à travers du storytelling, en disant que vous avez fait des études dans tel domaine, ou par exemple que vous avez accompagné beaucoup de personnes. Ça peut aussi être des avis clients qui montrent que les gens sont satisfaits de ce que vous faites. Ça peut aussi être des photos de vos réalisations pour que les gens voient ce que vous faites, littéralement, mettre en avant votre expertise, tout simplement. Et enfin, le troisième type de contenu, c'est celui qui va inciter l'audience à passer à l'action. Et souvent, ce sont des présentations de vos offres. Donc d'abord, en premier, vous faites des contenus qui apprennent à vous connaître un petit peu pour être visible, donc vous attirez l'attention de votre audience. Ensuite, vous lui montrez que vous avez de l'expertise dans votre domaine et que vous êtes doué dans ce que vous faites. Et enfin, une fois qu'il est convaincu que vous savez de quoi vous parlez, et bien là, vous lui montrez vos offres, puisqu'il sait que vous faites du bon boulot, il sait ce que ça va lui apporter. Et donc là, c'est le moment de lui présenter vos offres pour l'inciter à passer à l'action. Donc voilà, ces 3 types de contenu. À chaque fois que vous postez du contenu sur les réseaux, il faut réfléchir à la portée qu'aura ce post. Est-ce que ce sera un post de type 1, un post de type 2 ou un post de type 3 ? À quelle fréquence faut-il les faire ? Généralement, il n'y a pas de fréquence parfaite sur les réseaux sociaux. La bonne fréquence, c'est celle qui vous correspond. Il faut juste que ce soit régulier. Par contre, il faut quand même avoir une certaine régularité sur vos réseaux sociaux. Il est conseillé de faire plus de posts de type 1, donc pour vous faire connaître. Ensuite, quelques posts de type 2 pour montrer votre expertise. Et enfin, quelques posts de type 3. En gros, il faut beaucoup alterner et trouver l'équilibre qui vous convient. Faut pas seulement se concentrer sur un seul type de post, parce que si vous faites que des posts marrants, les gens ne seront pas forcément intéressés par vos prestations, et si vous faites seulement des posts de type 3, les gens ne savent pas s'ils peuvent vous faire confiance, ils vous connaissent pas assez, et donc ils vont jamais passer à l'action. C'est pour ça trouver le bon équilibre entre les posts de type 1, 2 et 3. Ensuite, étape numéro 3,
c'est de créer un visuel impactant. C'est bon, on a assez réfléchi à la portée de nos posts. Là maintenant, on peut enfin se concentrer sur le visuel. Donc le visuel, c'est extrêmement important, peu importe le réseau, puisque ce sera la première impression qu'un utilisateur aura de votre compte. Si il estime que cette première impression est pas très bonne parce que le post est visuellement pas joli, il va pas forcément avoir envie de s'arrêter et il a accès à des millions d'autres contenus, donc il va s'en foutre un petit peu de rester, il va juste aller voir ailleurs. Tandis que si vous lui présentez un beau visuel sur un plateau d'argent qui est facile à lire, qui est simple, là il aura peut-être plus envie de rester, plus envie de s'intéresser. Cependant, comment est-ce qu'on fait un visuel impactant? Alors, première petite astuce, il ne faut pas mettre trop de texte sur votre visuel. Parce que un visuel avec trop de texte écrit en petit, on n'a pas envie de lire. C'est bien connu, sur les réseaux sociaux, le taux d'attention est très bas, pas plus de quelques secondes. Donc si un utilisateur voit trop de texte, il va juste avoir peur et il va fuir, il va se dire non, je veux voir autre chose qui me demande pas trop de réfléchir. Donc ne mettez pas trop de texte. Écrivez-le bien gros, rendez-le bien visible avec une police d'écriture qui est agréable à lire. Et si vous avez plein de choses à dire et que tout ne passe pas dans le visuel, déjà il y a le format carrousel qui permet d'avoir plusieurs images, donc qui permet de développer un peu plus. Et il y a aussi la description. Donc rassurez-vous, vous pourrez dire tout ce que vous avez envie de dire. De deux, c'est de faire des visuels intrigants et qui donnent envie de cliquer. Et souvent, ça passe par des phrases accroches. Pour attirer quelqu'un, faut l'intriguer. Faut lui donner envie de cliquer un peu plus loin. Faut lui donner envie d'approfondir un petit peu. Donc n'hésitez pas dans vos posts à faire des phrases d'accroche qui parlent à votre clientèle. Ensuite, numéro 3, le post doit être agréable à regarder. Parce que évidemment, comme dit précédemment, s'il est moche avec une typo qu'on peut à peine lire, avec des couleurs qui piquent les yeux, qui vont pas du tout entre elles, ou alors des photos qui sont floues, on voit pas grand chose, des contenus pixelisés, l'utilisateur va pas trouver ça intéressant et basta, il va se barrer. Donc vraiment portez une certaine attention à la qualité de vos visuels. Des couleurs qui vont bien entre elles, des typos agréables à lire, assez grandes et surtout lisibles, et des photos pas pixelisées, des photos pas floues, des photos de bonne qualité. Et rassurez-vous, avec un simple téléphone, on peut prendre plein de photos de bonne qualité. Ensuite, étape numéro 4, c'est de rédiger des descriptions en béton. Beaucoup pensent à tort que les descriptions Instagram, ça sert à rien, que l'essentiel c'est le visuel et que ça sert strictement à rien de rédiger des descriptions que personne va lire et qu'on s'en fout. Alors déjà mécréants, je vous signale que la description est presque tout aussi importante que le visuel. Pourquoi? Parce que déjà, comme dit dans le point précédent, vous ne pouvez pas tout mettre dans votre visuel, au risque de faire partir votre utilisateur. Donc déjà, ça sert à développer plus sur le sujet abordé. Parce que oui, il y en a plein qui ont envie d'en savoir plus. Et moi-même, je suis frustrée quand je vois un visuel, un truc qui a l'air intéressant, et qu'il n'y a rien en description, pas d'explication, rien du tout, rien d'expliqué à propos du projet. Ça me frustre et juste, je m'en vais. Alors que j'aurais eu plus envie d'approfondir la chose en voyant plus d'explications. Et de deux, c'est parce que c'est bien pour le référencement. Les algorithmes vont mettre en avant et vont référencer votre post en fonction des mots-clés utilisés dans votre description. Par exemple, j'en sais rien, si vous tenez une laverie et que vous en parlez sur les réseaux sociaux en utilisant des mots-clés, par exemple nettoyage vêtements, laverie, etc., j'invente, les bots, donc les robots de l'algorithme, vont comprendre de quoi vous parlez et vont vous référencer auprès de votre clientèle cible, donc auprès des gens qui seraient intéressés à l'idée d'aller dans votre laverie. Pourquoi je prends toujours des exemples improbables. Donc maintenant vous savez que la description c'est important, mais comment est-ce qu'on écrit une bonne description? Donc en règle générale, les descriptions ça respecte une certaine composition. Évidemment, elle n'est pas fixe, mais c'est la plus courante, et en tout cas c'est celle que j'utilise. Donc elle se sépare en 4 parties. Tout d'abord, la phrase d'accroche, qui elle, comme dans le visuel, doit donner envie de s'intéresser. Elle doit être intrigante, ou alors elle répond clairement à une question que se pose souvent votre audience. En bref, elle doit donner envie de se pencher dessus. En deuxième, juste en dessous, on a le développement. Le développement, donc, qui va vous permettre de parler un peu plus
que sur votre visuel, parce qu'on ne charge pas son visuel, on met dans la description, et vous pourrez plus développer par exemple sur une de vos offres, ou par exemple si vous présentez une réalisation faite auprès d'un client, vous présentez les objectifs de vos clients, ce que ça leur a apporté, comment s'est passé le chantier, en bref, parlez de plein de choses qui pourraient intéresser, vous développez, c'est littéralement dans le nom, le développement. 2, 3, c'est l'appel à l'action, aussi appelé plus communément le call to action, ou CTA. L'appel à l'action, il est là pour, comme son nom l'indique, inciter l'utilisateur à faire une action. Par exemple, vous voulez présenter une de vos prestations, vous faites une phrase d'accroche intrigante qui va donner envie à l'utilisateur de rester. Ensuite, vous développez sur votre offre en quoi elle est différente, en quoi ça va apporter quelque chose de positif, ça va apporter de la valeur à votre client. Et enfin, en troisième partie, vous faites un appel à l'action, donc ça peut être vos coordonnées en disant si vous aussi, vous voulez faire un projet comme celui de Marjorie, vous voulez faire le projet comme celui de Marjorie, vous pouvez me contacter et établir un devis ensemble. Ou alors, si vous présentez un sujet et que vous avez fait un article dessus, vous parlez de votre petit sujet à la fin, vous parlez d'un lien qui redirige vers votre site internet où il y a l'article, c'est une phrase, quelque chose qui incite l'utilisateur à faire une action précise. Et enfin, en quatrième, ce sont les hashtags. Les hashtags, beaucoup pensent que ça sert plus à grand chose. À une époque, tout le monde se ruait dessus, en mettait une 50aine pour espérer être le plus visible possible. Et aujourd'hui, les gens les laissent complètement tomber en se disant que ça ne sert absolument à rien. Alors oui, c'est pas ça qui va faire énormément booster votre visibilité en ligne, mais ça y participe quand même. Ça vous permet d'être référencé par l'algorithme auprès de votre clientèle cible. C'est pas une révolution, c'est pas ça qui va faire que vous allez passer de 0 à 10 000 abonnés en un claquement de doigts, non, mais c'est toujours ça de prix. Je récapitule, la phrase d'accroche pour donner envie de cliquer, le développement pour parler, développer sur le sujet abordé dans le post, l'appel à l'action pour inciter l'utilisateur à faire une action précise, et enfin, les hashtags. Évidemment, comme dit juste avant, c'est pas complètement fixe, vous devez pas exactement faire ça tout le temps, vous pouvez changer la composition en fonction de ce qui vous conviendra. Je vous donne juste une sorte de petit squelette pour commencer, pour débuter. Évidemment, dans vos rédactions, en plus de sa composition en 4 parties, il y a plein d'autres choses à respecter. Je vais vous en citer quelques-uns. Donc déjà, il y a le fait de soigner sa rédaction, donc de ne pas faire des gros blocs de texte, plutôt séparés en plusieurs petits paragraphes pour que ce soit plus agréable à lire. Et également de soigner son orthographe, de soigner la grammaire. On fait tous des fautes d'orthographe, moi la première, donc je pense toujours à revérifier. Par exemple, si vous n'êtes pas sûr de l'orthographe, un petit site internet sympa qui s'appelle Scribent qui corrige vos fautes. Donc pour ceux qui ont du mal avec l'orthographe ou la grammaire, Scribent, ça peut vous aider. Ensuite, quand vous citez des points, n'hésitez pas à faire des listes à puces, parce que c'est beaucoup plus agréable à lire. Et enfin, vous pouvez aussi ajouter des petits emojis, parce que ça illustre vos propos, ça dynamise votre texte et ça donne plus envie de lire. Par contre, attention, ne vous amusez pas à en mettre trop, parce que quand il y a un trop plein d'emojis, ça fait un peu l'effet inverse et on se dit ok, c'est un peu kitsch, c'est trop, je m'en vais. Ou alors, ça empêche la lecture. Par exemple, si vous mettez des emojis en plein milieu de votre texte, ça peut freiner un peu la lecture et ça peut être un peu désagréable. Et enfin, 5e et dernière étape, c'est de publier au moment parfait. Ok, t'es bien marrante Alex, mais c'est quoi le moment parfait? Le moment parfait, c'est le moment où votre clientèle cible est présente sur les réseaux. Encore une fois, mettez-vous dans la peau de votre clientèle cible et demandez-vous quand est-ce qu'elle est active sur les réseaux sociaux. Est-ce que par exemple c'est le matin dans les transports en commun ou le soir quand il rentre du travail? Est-ce que c'est le midi durant sa pause? Est-ce que par exemple elle est active les mercredis? Parce que imaginons votre cible a des enfants, le mercredi c'est la journée des enfants, elle sera peut-être moins sur son téléphone parce qu'elle va s'occuper de sa famille. Quand est-ce que votre cible est présente? Une fois que vous avez fait ce petit travail d'introspection, vous savez à peu près quand est-ce que votre clientèle cible est présente. Donc c'est cool, on connaît le jour où publier et on connaît également à peu près l'heure, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'être au taquet, pile à l'heure, pile la bonne journée? J'avoue
On a quand même autre chose à faire, on a une entreprise à gérer, on n'est pas là prêt tout le temps au taquet pour publier un post. Alors rassurez-vous, il vous suffit de le programmer. Par exemple, pour mon entreprise et pour mes clients, j'utilise Metricool. Il y a aussi plein d'autres logiciels, mais personnellement c'est celui que j'utilise. C'est un logiciel qui est gratuit pour une seule entreprise et payant pour plusieurs. Et en fait, ça permet de programmer des posts à une date et à une heure précise. Donc vous pouvez mettre les visuels, vous pouvez mettre votre description, vous pouvez publier des vidéos sur n'importe quel réseau social, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Et ça, c'est pratique, comme ça, on a juste à revérifier après si tout s'est bien déroulé, tout s'est bien posté, à repartager le post en story, etc. Tout est déjà fait. Donc voilà, petit récapitulatif, comment on fait un bon post en 5 étapes. Tout d'abord, dresser une liste d'idées de contenu pour vos réseaux. De 2, réfléchir à l'objectif et à la portée de votre post. De 3, faire un visuel impactant qui donne envie de s'intéresser à votre compte. De 4, faire une description en béton. Et enfin, de 5, publier au moment parfait. Tout ça pour dire que gérer ces réseaux, ça demande du temps. Du temps et surtout de la patience. Parce qu'on peut faire des super posts et des fois ils peuvent être moins visibles que d'autres. Ça veut pas dire que votre contenu est mauvais. Attention, l'algorithme peut aussi beaucoup jouer. Vous pouvez aussi en ressortir quelques conclusions. Par exemple, si vous avez fait un super post et qu'il ne marche pas, peut-être que vous n'avez pas communiqué de la bonne manière, peut-être que vous n'avez pas fait la bonne accroche, peut-être que vous avez publié à la mauvaise heure. Les réseaux sociaux, c'est avant tout beaucoup de tests avant de se caler et de savoir ce qui intéresse votre clientèle cible et de trouver les meilleurs axes de communication. Et sinon, si vous n'avez pas le temps, la biquette du web peut vous aider. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. À chaque fois je dis petite et courte alors que ça dure une demi-heure. Bref, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié et si vous avez reproduit ces 5 petites astuces et ce que vous en pensez. Même aussi si vous avez d'autres astuces supplémentaires à apporter, des étapes que j'aurais oubliées. Et si vous voulez suivre un peu plus de mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte YouTube ou alors vous pouvez également regarder mon compte Instagram et LinkedIn que vous trouverez en description. Salut les biquettes!